Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 9 mai. Au sommaire et aujourd'hui, en images, retour sur les qualificatifs pour le 4e mondial de fondue, en compagnie de Florian Cavalieri qui nous emmenait au Québec dès par la semaine prochaine pour le Brésil. En sport, l'équipe D de l'UHC Benien est championne vaudoise. Il nous ramène aujourd'hui la coupe en compagnie du président Jonas Sigrist et le coach Jean-Luc Brocard. Bonjour à vous messieurs, bienvenue sur ce plateau et félicitations à vous. En images, toujours on va revenir sur le match qui opposait le Stade Nyonnais à Bavois. Résultat du match 3-2. Le Stade Nyonnais s'assure ainsi la promotion. On y revient en images. Enfin, en culture, 3000 choristes, 300 bénévoles et 3 jours de fête animeront la ville de Gland à l'occasion de la 50e fête cantonale des chanteurs vaudois. Depuis tout à l'heure, on l'entend fredonner, chanter en coulisses. On accueillera aujourd'hui Alain Devallonnet. Bonjour à vous, monsieur. Bienvenue sur ce plateau. De ton côté, Alexandre, que fais-tu aujourd'hui? Où es-tu? Salut Andrea, eh bien je suis au chantier naval de la CGN ici à Lausanne-Ouchy. Alors pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui? Parce que les magnifiques bateaux Belle Époque que tu vois derrière moi, eh bien ils seront en parade. Tu sais, c'est la parade traditionnelle de la CGN qui a lieu chaque année. Eh bien là, ce sera donc ce dimanche 14 mai à Morges. Alors du coup, eh bien je vais savoir comment est-ce qu'on prépare une telle parade, quelle chorégraphie vont faire ces bateaux derrière moi. Et puis ensuite, on ira à la rencontre du nouveau premier capitaine de la CGN qui me fera peut-être monter dans la cabine du capitaine. On verra. En tout cas, je me réjouis. À tout à l'heure, Moussaillon, pour ses aventures. En images, NRTV vous a fait vivre samedi les qualificatifs pour la 4e édition du mondial de fondue en direct depuis le Québec. Florian Cavalieri y était. Il repart au Brésil ce week-end. Mais avant ça, justement, ça faisait quick au Canada. C'était en ta compagnie, Florian. Et oui, bonjour Andrea. Effectivement, ici nous étions au Québec pour cette manche qualificative du mondial de fondue avec l'organisateur qui est ici et le président du mondial de fondue qui est jusqu'ici, Stéphane Jaillet, que l'on ne présente plus. Alors là, nous arrivons, messieurs, à la fin de ces manches qualificatives. 27 personnes se sont succédées, dont 5 professionnels, sauf erreur. Quel est le bilan de cette journée ? Moi, j'ai vraiment une bonne surprise. Il y a vraiment des gens qui sont arrivés là, vraiment comme des professionnels. On aurait vraiment dit des sportifs aguerris. Les gens ont pris vraiment au sérieux. Là. Ils ne se sont pas dit on va faire une fondue et tout. Et je crois qu'il y avait vraiment une envie. C'est normal de partir en Suisse, mais aussi de pouvoir montrer qu'on peut faire des super fondues avec des produits d'ici. Le 50% de gruyère a été respecté de partout, mais on a eu des belles découvertes, je pense. Je n'ai pas voulu goûter moi à toutes, le jury a goûté toutes. Je n'ai goûté une bonne partie et il y a eu vraiment des belles surprises et des choses qu'on pourrait reproduire facilement. Stéphane Jaillet, c'est vrai que partant d'une idée toute simple, le mondial de la fondue, faire une fondue, on se rend compte que les gens ne prennent pas les choses à la légère. C'était très professionnel au niveau des candidats, tant au niveau des amateurs que des professionnels. Oui, alors je confirme et on le voit bien parce que c'est un peu comme à Tartenien. Les gens sont arrivés avec leurs sacs, avec leur petite combine, leur petit vin, leur petit kirsch. Et c'est vrai que nous, on a découvert, en tout cas en tant que Suisse, moi j'ai découvert beaucoup de goûts que je ne connaissais pas, donc des fromages d'ici. Il y a chaque fois eu l'explication de la fondue et je confirme ce que l'organisateur dit, Gérald dit, tout a été contrôlé avec ce 50% de gruyère, mais les autres 50% étaient vraiment très créatifs. Et c'est vrai que la motivation de ces gens nous fait vraiment plaisir et je pense qu'il y a une légitimité de revenir soit en 2024 pour 2025 ou en 2025 pour 2025 avec le Canada et de pérenniser parce que c'est pas une fête de village, c'est pas une fête de station de ski, c'est vraiment une manche qualificative du mondial de fondue. C'est vrai Gérald, on a l'impression que désormais ces manches qualificatives au Québec, elles sont coulées dans le marbre. Les gens, il y a un engouement certain. On a vu au niveau des autorités, la consul de Suisse à Montréal, les maires et mairesses des communes environnantes. Il y a vraiment un attrait et cette suissitude, elle est incroyable ici, elle est vraiment admise et voire même encouragée. Je pense que j'ai la chance que ma compagnie existe depuis 12 ans, 11 ans maintenant. Et puis c'est vrai que SOS Fondue est connue. J'ai été très flatté d'avoir la consul de Suisse pour tout le Canada. C'est quand même la personne qui représente les 45 000 Suisses qui vivent au Canada. Les maires de la région justement. Donc oui, pour le mondial de fondue, je suis très fier, mais je suis aussi très content que ma marque SOS Fondue soit assez reconnue pour que les gens me fassent confiance puis viennent à l'événement.
Ça, c'est vraiment une belle récompense. Ben voilà, Andrea, que dire de plus si ce n'est que les noms des finalistes, de ceux qui auront la chance de venir à Tartonien, tout frais payé en partenariat avec Suisse, eh bien, seront connus dans quelques instants. Mais je peux vous assurer qu'en tout cas, le jury a été conquis, que les organisateurs ont fait un travail incroyable et nous serons là la semaine prochaine pour une seconde manche de qualification qui aura lieu à Sao Paulo. Je sais pas vous, mais en tout cas moi je suis très curieuse de savoir ce que ça va donner cette histoire de fondue au Brésil. Merci beaucoup Florian, bon voyage à toi. Et on va donner tout de suite la parole à Alexandre, notre petit moussaillon du côté de Lausanne. Oui, Andrea, et je suis donc sur ce bateau Belle Époque en compagnie de vous, Romuald Michelou. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le responsable événement de la CGN et donc eh bien, vous chapeautez, on va dire, cette parade annuelle qui va avoir lieu donc à Morges le 14 mai. Alors, dites-moi un petit peu, les préparatifs vont bon train, tout va bien? Comment est-ce qu'on se prépare? Oui, alors tout va bien, on est dans les temps. Donc là, vous êtes à bord du Montreux pour l'instant. On a encore quelques petits préparatifs à bord et d'ailleurs à bord de tous les bateaux. Donc on aura 7 bateaux en parade ce dimanche 14 mai à Morges. Donc, on est en train de préparer tout ça. Et puis, effectivement, c'est un événement qui est assez important pour la CGN, qui va attirer énormément de monde. Et puis, c'est aussi un événement qu'on organise en partenariat avec la ville de Morges, qui organise énormément d'animations sur les quais à cette occasion. Donc, on est très heureux de pouvoir organiser cet événement à Morges, qui plus est pour nos 150 ans. Et pour la petite histoire, à Morges, nous avions notre premier chantier naval. Donc c'est aussi un clin d'œil et c'est pour cette raison-là qu'on est très heureux d'être à Morges. Donc la fête, eh bien, on l'a dit, sur les quais, mais aussi sur les bateaux. Alors là, vous avez voulu m'amener dans ce salon. Il va être, comment dire, modifié ce salon. Il va être embelli. Il y aura des décorations partout. Oui, alors ce salon, donc on aura toutes les tables qui seront dressées. Et puis, on a une partie restauration pour nos clients, bien évidemment. Et puis, on aura aussi notre bateau qui sera pavoisé, comme on appelle ça, avec des drapeaux. On pourra le voir tout à l'heure si on fait un petit bout à pied, mais en fait, on aura des pavois de fête pour décorer nos bateaux, ainsi que des drapeaux de la ville de Morges, bien évidemment. D'accord. Un drapeau spécial pour les 150. Bon, bah alors vous m'emmenez juste au-dessus, c'est ça? Bon, alors très bien. Alors ça demande quoi? C'est combien d'employés là qui travaillent pour préparer cette parade, Romuald? Alors, la CGN, on est environ 250 personnes en saison. Donc là, comme les bateaux sont aussi totalement pleins, et puis on a tous nos équipages. Donc, en principe, un bateau Belle Époque, c'est un bateau à vapeur, c'est environ 7 personnes qui sont à bord. Donc, on aura 7 personnes par bateau. Et 7 x 7. Voilà, exactement. Et puis, en plus de ça, bien sûr, qu'on a tout le personnel hacké aussi du service marketing, mais aussi d'autres services qui sont présents pour accueillir les visiteurs. Alors, on les voit, les drapeaux derrière moi, qui attendent. Exactement, qui attendent, qui sèchent. Et puis, voilà, c'est vrai que toute cette partie-là sera également... accueillera également des personnes en restauration. Et puis, on a toujours un contingent aussi pour des personnes qui souhaiteraient venir uniquement pour la parade en elle-même. Et les horaires sont aussi adaptés pour ces personnes-là. Et là, les personnes pourront admirer tout ça sur les extérieurs. Bon alors, on va rappeler, Romuald, quand même, ce que c'est la parade de la CGN. Oui. Là, elle va être spéciale, on imagine, avec les 150 ans. Mais rappelez quand même, parce que d'accord, les bateaux vont être décorés, intérieur, extérieur, il y aura la fête à quai, la fête sur le lac. Mais une parade, c'est quoi, en fait? Alors, en fait, la parade, c'est l'unique moment que vous aurez d'admirer nos 7 bateaux Belle Époque en un seul lieu. Donc l'idée, c'est que tous nos bateaux vont partir du Bouvray, de Lausanne et de Genève. Ils vont converger vers Morges et puis en chemin, ils vont s'arrêter dans les différents débarcadères pour embarquer les passagers. Et puis, ce sera ensuite une chorégraphie, le moment de la chorégraphie entre 14h et 15h30. Donc, on aura une partie qui sera visible depuis les quais. Donc, la première partie, en fait, elle aura lieu au large, donc de 14h à 14h45. Et là, ce ne sera pas visible sur les quais, mais uniquement sur les bateaux. Et puis la deuxième partie, à partir de 14h45, on aura la chance de voir les bateaux défiler devant les quais
Mais ça, ce sera plutôt notre premier capitaine qui va pouvoir vous décrire tout ça mieux que moi. Bah justement, j'allais le dire, le premier capitaine, on va aller le rencontrer. Voilà, Alex Boval, qui est premier capitaine, eh bien, depuis là, le début du mois de mai, donc c'est tout récent. Et puis, il va nous expliquer justement comment est-ce qu'on prépare une chorégraphie de bateau Belle Époque. Romuald, du coup, je vous souhaite bon préparatif et puis belle parade ce dimanche. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis alors, direction la cabine. Alors, on va où, Romuald? C'est où la cabine? Ah, on va passer par là. Bon, alors j'y vais, Andrea. Je passe par là pour aller à la cabine et puis je vais retrouver le capitaine. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Alexandre, ça tangue un peu. J'ai presque le mal de mer en te voyant. À tout à l'heure. On ouvre à présent notre page sport. Sur le terrain, le Stade Nyonnais s'assure la promotion malgré les déboires administratifs qui leur empêchent pour le moment d'obtenir leur licence en Challenge League. Les joueurs ont tout donné samedi sur le terrain. Résultat du match 3-2 face à Bavois. Retour en images. Victoire du Stade Nyonnais 3-2 face à Bavois. C'était un match particulier, effectivement, surtout que là, il se termine sur cette victoire qui vous assure sportivement la promotion. Comment vous vous sentez? On se sent très bien, franchement c'était important. La victoire d'aujourd'hui c'était important, surtout avec ce qui s'est passé ces derniers jours. C'était important d'assurer sportivement et on l'a fait aujourd'hui. Donc maintenant on laisse la direction faire ce qu'il faut. Nous, on a fait notre job. Déjà, je suis très fier des joueurs par rapport à la victoire contre Bavois. Je pense que c'est eux qu'il faut mettre en avant parce que la semaine a été compliquée. Face à un adversaire compliqué, il ne faut pas minimiser la perte. Il faut rester humble dans la victoire, mais ils ont fait une belle perte. Avec ce qui est arrivé, ça pouvait nous mettre en bas mentalement, mais on est resté fort. On est resté focus sur nos objectifs malgré les circonstances. Et puis, on est très content de ça. Et maintenant, c'est au staff, enfin, à la direction de faire le boulot, quoi. C'était un peu dur mentalement, mais on est resté solide. On est une équipe solide, on a une super équipe, des super joueurs, un super staff. On l'a abordé comme tous les matchs et on a fait le job comme on l'a fait toute la saison. Vous savez, quand on n'a pas joué à Brûle la semaine dernière, j'ai vu des joueurs qui avaient les larmes aux yeux. Même moi, j'avais quelque chose qui me manquait à l'intérieur. Le moral était au plus bas. On a mis la semaine pour s'en remettre. On a beaucoup parlé. Mais comme je vous dis, j'ai un groupe fait de très bons joueurs, des génies, mais aussi de belles personnes. Et dans les moments difficiles comme ça, ensemble, on s'en sort toujours. Donc on sait qu'on vit quelque chose qui nous liera à jamais, ensemble. Et on a décidé d'affronter ça ensemble. De toute façon, il y a des éléments qu'on ne peut pas maîtriser et on s'est concentré sur le jeu. Vous aviez les crocs aujourd'hui? Exactement, on avait les crocs. On voulait, comme à chaque match, on a les crocs. On voulait cette victoire et on l'a fait et on est très content de ça. Ça a été une super saison. On a travaillé, on a bossé là-dessus. C'était pas facile en début de saison, mais on a su serrer les dents, faire les dos ronds, et prendre match après match, jouer les matchs comme si c'était le dernier. Et puis voilà, c'est ça qui nous a récompensé aujourd'hui. Votre part du job, elle est faite, Christophe Cachili. Ouais, mais c'est pas le sportif, les joueurs ou le staff, on est une famille, quoi. On montera tous ensemble et j'ai aucun doute par rapport au fait que mes dirigeants se donnent corps et âme pour essayer de résoudre le problème. Les 3 matchs qui nous restent, on n'a qu'une envie, c'est de les jouer à fond et d'aller le plus haut possible. Parce qu'on est sur une série de victoires et on n'a pas envie de la laisser, cette série. Donc je peux vous dire qu'avec les animaux que j'ai qui aiment la compétition, on va se donner comme jamais parce qu'on est dans la recherche toujours et permanente de la progression. Autre jolie victoire sur laquelle on revient en compagnie de nos invités, Jonas Sicrist, Jean-Luc Brocard, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau et nous ramener cette coupe puisque, je le disais, l'équipe de Junior D de l'UHC Beugnin est championne vaudoise. Bonjour messieurs, mais dis donc, elle est toute petite cette coupe. Ah bon, ouais, sur vous. Le talent est grand. C'est ça, le talent est grand, mais la coupe est petite. C'est pas quand même à l'image de cette saison, on a envie de dire, non? Alors c'est vrai, en tout cas l'image de la journée qui était exceptionnelle ce samedi passé, où on a fait une magnifique victoire et la coupe aurait pu être plus grande certes, mais en tout cas le plaisir était là. Ouais, j'imagine la fierté du président du club. En revoyant ces images aussi, parce qu'on va les voir de vos équipes, de vos juniors, qu'est-ce que ça représente pour vous cette coupe? Plus que la coupe, c'est vraiment le plaisir de voir les jeunes et les entraîneurs pour cette journée, d'avoir vécu un événement comme ça avec une organisation, il faut aussi le souligner, ça fait 2-3 jours que je le mentionne, mais l'organisation à Cheseaux, le club de Comet, fait une organisation incroyable avec, on le voit sur les images, les annonces pour les joueurs, les lumières et autres, c'était comme les pros là, pour les jeunes, c'est des souvenirs
incroyables qui vont garder encore pendant longtemps, je pense. Et puis bien sûr la fierté, parce que c'est les premiers de notre club qui ramènent une coupe vaudoise. Donc c'est quand même, quand on leur a dit ça, ils étaient bien. Donc elle aura une place spécifique, cette coupe. Ah oui, elle va être avec la vitrine de toutes les autres coupes de championnat et autres, mais là c'est quand même quelque chose de spécial. Ouais. Jean-Luc Jeunesse qui dit ces images c'est quelque chose de spécial, on a l'impression que c'est presque du spectacle. Alors c'est vrai que pour des jeunes qui ont entre 10, 12, 11 ans, c'était un show. Je pense qu'ils n'étaient pas habitués évidemment à ça dans la saison, mais l'annonce des joueurs, le light show comme a dit Jonas, clairement c'était un moment magnifique pour eux et pour nous. Et c'est vrai que je pense qu'ils s'en souviendront vraiment toute leur vie. Ouais, et puis d'autres images, c'est évidemment le moment où ces joueurs sont couronnés. On les voit recevoir ces médailles, on va voir ces images. Vous pouvez les voir juste là de l'autre côté, Jean-Luc, tournez-vous dans l'autre sens, c'est par là. Il y a des télés partout chez nous. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir vos élèves, cette fête, cette joie? Alors c'est vrai que c'était un match, on a essayé de la préparer la semaine d'avant, de rester concentré. On disait c'était le tout dernier match de la saison. Après la saison elle est finie, c'est du plaisir. Là on leur a dit essayez de rester bien concentré, faites-vous au moins plaisir un maximum sur ce match et puis arrivera ce qui arrivera. Et puis c'est vrai que de les voir comme ça concentrés, attaquer le match comme des champions et remporter ce match avec la manière, ça nous a fait vraiment plaisir en tant qu'entraîneur. C'était un super moment. Ouais, on va parler du reste de la compétition parce qu'il reste encore des matchs. Jonas, où en est le classement justement de vos équipes? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Peut-être la première équipe qui a notamment terminé 3e au tableau, je crois. Oui, non, alors les championnats sont terminés, la Coupe vaudoise aussi, c'était les finales de Coupe vaudoise. Donc maintenant, la saison est complètement terminée. Pour nous, c'était l'apothéose, c'était d'avoir une équipe en finale, puisqu'on avait aussi les juniors B et les juniors C qui ont fait les demi-finales. On avait tous les juniors qui sont allés assez loin. Et puis, on espérait... On n'en parlait pas trop, mais on espérait qu'une de ces équipes juniors puisse participer à cette journée, parce que c'est la fête du hockey du canton, organisée avec Vosny Hockey, qui est vraiment la vitrine pour nous. Et puis voilà, la saison a été extraordinaire avec toutes les équipes, donc je pense que cette année, c'est un peu... Ça, c'est la consécration, mais c'est la pointe de tout ce mouvement qui a été mis en place, et avec des super coachs, et puis qui montrent que la formation... Elle va bien. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment la consécration? Je vais vous embêter un petit peu parce que finalement, pas de promotion. Bon, ok, pas de relégation, mais du coup, statu quo. On pourrait faire mieux, non? Bon, avec les juniors, il n'y a pas de promotion-relégation, c'est une question d'âge. Mais c'est vrai que le championnat, on n'a pas remporté le championnat, on s'est bien battu. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que par exemple l'équipe qu'on a battue en finale de la Coupe vaudoise, on avait perdu plusieurs fois de 1 but pendant la saison. Et là, on a réussi à faire juste le petit coup de collier qu'il fallait supplémentaire pour passer l'épaule. Et ça fait plaisir. Certes, on n'a pas gagné en championnat, mais on a au moins remporté la Coupe. Est-ce qu'on peut dire, Jonas, que le club aujourd'hui se professionnalise si on devait tirer le bilan de cette saison? Oui, je pense que ça se professionnalise un petit peu. Maintenant, bien sûr, ça reste du bénévolat, on fait ça tous à côté. Mais ce qui a beaucoup changé, c'est cette pyramide de formation qu'on a essayé de mettre en place, la structure avec les coachs, avec une commission technique, avec bien sûr le soutien aussi de notre commune, qui nous permet d'avoir des salles, des créneaux, etc. Et ça porte ses fruits, ça porte ses fruits maintenant. On voit vraiment le développement, on voit les jeunes qui sortent maintenant, qui commencent à aller. Les juniors B qui sortent vont pouvoir monter à la 1 ou à la 2. Donc on a des joueurs qui pourront rester dans le club et attaquer direct dans le monde, entre guillemets, des adultes, avec des niveaux plus élevés, un autre style de jeu aussi. Et ça, c'est une consécration au niveau junior de pouvoir garder les jeunes et puis de leur proposer une palette dans le club, de pouvoir les garder du club du début à la fin en fait. Et de les voir évoluer. Et de les voir évoluer. Donc maintenant c'est repos pour tout le monde. Quand est-ce que les entraînements reprennent? Bon alors les entraînements reprennent. Alors justement ils reprennent plus tôt que ce qu'on pense. Ouais. On fait une formule qu'on va essayer pour la première fois cette année. Les juniors qui vont monter dans la catégorie d'âge supérieur, déjà à partir de la semaine prochaine, vont intégrer le niveau supérieur, l'âge supérieur, pour déjà connaître les autres joueurs et puis déjà attaquer, commencer un peu la saison prochaine. Avec quel type d'entraînement? Bon, alors au début, c'est encore beaucoup du jeu, se connaître, créer finalement un esprit d'équipe entre les différentes équipes.
Et puis, c'est vrai que sur la fin de l'année, on va surtout se faire plaisir. Et le physique, ce sera plutôt pour août-septembre. À la reprise, très bien. Et puis, un événement que j'aimerais mentionner ici, c'est la journée interclub en juin. Qu'est-ce que c'est au juste, Jonas? C'est la journée intra-club. Ouais. Ça, c'est vraiment la fête de fin de saison pour nous, en fait. Et puis, c'est quelque chose qu'on a un grand plaisir à organiser. C'est le comité qui organise ça. Qui va aussi, c'est une journée où on offre aussi à manger, on organise le tout, puis on fait un petit tournoi où on mélange tous les joueurs, ça va des plus petits qu'eux encore, hein, des E, jusqu'à des joueurs de la une, et on mélange un peu tout ça, on prend un gros coup de chapeau là-dedans, et on fait des équipes complètement hybrides, mais le but c'est de se connaître, il y a les parents qui peuvent rencontrer un peu tout le staff, aussi les différents entraîneurs, les joueurs des équipes adultes, et puis en fait c'est vraiment là. Voilà, en juin, on finit un peu la saison avec ça, et puis c'est une belle fête. On a de la chance de pouvoir faire ça aussi avec souvent grillades dehors, etc. Enfin, la belle saison qui commence. Saison, voilà. On espère la météo avec nous, mais voilà. Je vous le souhaite en tout cas, Jonas, Jean-Luc, merci beaucoup d'avoir été avec nous et félicitations encore à cette équipe des juniors. Des très belles journées à vous. Salut Thibaut Saint-Gy. Exactement. Je salue Thibaut qui est mon assistant, enfin mon coach principal, et je ne suis que son assistant. Mais aujourd'hui, je le représente. Voilà. Félicitations. Merci. Thibaut, la dédicace est pour vous. Alexandre, on retourne à toi du côté de la CGN. Oui, et surtout au sommet de ce bateau Belle Époque, Andrea. Et je suis monté tout en haut de ce magnifique bateau à vapeur. Je suis sur le Savoie, donc bateau de 1914. Et regarde derrière moi, ça y est, je l'ai trouvé, cette fameuse cabine du capitaine et même du premier capitaine. Regarde, je rentre. Bonjour à vous, Alex Boval. Bonjour. Vous êtes donc le premier capitaine, nouveau premier capitaine de la CGN. Vous avez pris vos fonctions là au tout début du mois de mai. Alors, c'est quoi un premier capitaine? Alors, le premier capitaine, oui, pour moi exactement. J'ai donc pris mes fonctions au 1er mai. Le premier capitaine, il va veiller aux intérêts de la compagnie pour la partie navigation. Et entre autres, et ça c'est une de ses missions les plus importantes. Il prend beaucoup de temps. D'accord, ok, beaucoup de temps. Et puis c'est quoi vos responsabilités, on va dire? C'est de veiller et de garantir la navigation, de s'assurer des formations pour les années à venir, la formation continue, le respect des lois, des règlements, de veiller à ce que la navigation ne soit pas compromise avec les différents travaux, travailler avec les différents acteurs du lac Léman. Et puis répondre aux besoins de notre direction, c'est quand même important, et de la population, avec ce bateau et ce patrimoine qui nous est offert, on va dire, voilà. Effectivement, et puis alors vous êtes responsable aussi de la chorégraphie de cette parade. Alors j'aimerais savoir comment est-ce qu'on prévoit une chorégraphie sur le lac avec 7 bateaux Belle Époque? Alors oui, c'est vrai que la parade, c'est un événement très particulier pour la CGN. Cette parade, elle s'effectue en 3 temps. Un premier temps assez personnel, puisque c'est le rôle du premier capitaine de programmer un petit peu les différentes figures et les présentations qui seront proposées. On fait des figures en bateau? Les figures, c'est plutôt le cheminement que les bateaux vont pouvoir prendre avec des courtes distances, des espaces entre eux réduits, ce qui amène une navigation très délicate, très particulière. Il faut coordonner 7 bateaux ensemble. Exactement, coordonner 7 bateaux. Et puis, comme vous l'avez vu, ce bateau et d'autres sont des bateaux Belle Époque, plus que centenaires maintenant, donc n'ont pas non plus une manœuvrabilité identique à des bateaux modernes, on va dire. Donc ça reste très particulier. Ça c'est en premier temps, et puis ensuite il y a un briefing complet de quelques heures avec les différents capitaines qui seront attitrés sur l'ensemble de la flotte Belle Époque ce jour-là. Donc ça c'est un gros travail entre nous que l'on effectue. Comme j'ai la chance, je vais tourner la caméra, comme j'ai la chance justement d'être dans cette cabine du capitaine. Présentez-la moi justement. Comment est-ce qu'on navigue sur un bateau comme celui-là? Déjà, la position, là où on se trouve, la timonerie sur ces bateaux Belle Époque, on voit qu'on a une position centrale, en hauteur, où on a vraiment une très belle vue sur le plan d'eau. Ça, c'est essentiel pour l'anticipation des différentes manœuvres, avec un bateau comme celui-ci. Là, nous sommes sur un bateau à vapeur où on n'a pas d'action immédiate, on va dire, sur la partie mécanique, puisqu'on travaille en étroite collaboration avec le mécanicien de bord qui pourra lui seul répondre aux ordres qu'on pourra lui fournir seulement depuis les parties extérieures du bateau, sur les parties que vous apercevez là-bas, derrière les bâches, puisque le bateau est arrêté.
Et autrement, ici, on a une action sur le gouvernail, vous voyez, avec cette barre hein, de gouvernail, qui nous permet de virer hein, de bâbord ou à tribord, hein, de gauche à droite. Et puis autrement, les différents appareils de navigation relativement classiques, on peut imaginer une boussole, un GPS, un radar, bien sûr, pour la navigation par temps bouché ou la navigation de nuit. Et évidemment, ce sont les radios VHF qui nous permettent de communiquer avec les différentes personnes. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour être un bon capitaine? C'est quoi le secret? Un bon capitaine, parce qu'il n'y a que des bons capitaines. Non, pour être un capitaine, donc c'est un cursus assez long à la compagnie, puisque si on veut finaliser notre formation pour pouvoir être capitaine sur un bateau Belle Époque à vapeur comme celui-ci, cela demande plusieurs stades, plusieurs permis qui vont porter. Mais sur l'eau, il n'y a pas un secret, Alex Boval? Sur l'eau, pour être le meilleur capitaine, il faut faire quoi? Alors, j'aime pas ce terme meilleur capitaine. Pour être un capitaine, en effet, il faut connaître le plan d'eau, connaître très bien le plan d'eau, sa géographie, ses fonds, hein, c'est important, connaître sa flotte, connaître également la météo que l'on rencontre hein, sur le plan d'eau, ça c'est très très important. Et cela prend du temps. Merci beaucoup, Alex Boval. Et puis, je vous souhaite le meilleur déjà. Alors, il faut dire, ce qu'on vous souhaite, c'est du beau temps ce week-end, parce que s'il y a trop de vent, c'est difficile pour les chorégraphes. C'est l'ennemi des capitaines le jour d'une parade navale. Hein. Bien, plein succès pour ce dimanche. Et puis, merci de m'avoir accueilli dans votre cabine. Alors. Mais merci à vous et à dimanche alors. Oui, voilà, à dimanche. Andrea, alors, il y a plein de choses à apprendre. Hein. Effectivement, tu l'as vu avec Alex Boval, pour être un bon capitaine et surtout un premier capitaine ici à la CGN. Merci mon capitaine, merci mon moussaillon. Très belle journée à toi, Alexandre. On ouvre à présent une page de culture et j'aimerais commencer par rendre hommage à Patrick Messmer, homme politique, conseiller communal engagé à Gland, sa ville de cœur, pour laquelle il s'est notamment engagé du côté de la culture et sur scène. C'est amoureux de la scène, comme on a dit, producteur de théâtre connu au-delà de nos frontières, est décédé jeudi dernier. Depuis, sur les réseaux sociaux, une pluie de messages du monde, mais surtout de la France, viennent des acteurs de la région aussi. On le sait, pourquoi? Parce que c'était un amoureux engagé de la scène, un homme grâce à qui plusieurs personnalités de la région, mais aussi d'ailleurs, sont venues fouler les planches du théâtre, notamment de Grandchamp, puisqu'avec son association en 2019, il était notamment programmateur du théâtre de Grandchamp à Gland, mais également du théâtre de Terre Sainte à Coppet. Une mission qui lui tenait à cœur. Voici ce qu'il disait sur notre plateau. Notre rôle, c'est justement d'inviter les gens. Chaque fois qu'ils viennent, ils sont surpris, ils sont étonnés, ils aiment, ils apprécient, ils pleurent, ils rient. Mais au moins, ils savent qu'au moment où ils viennent au théâtre, quand ils en ressortiront, ils seront heureux et ils en ressortiront plus intelligents. Et comme il le disait souvent lorsqu'il venait sur ce plateau, il me disait « Andrea, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Une ode à l'amour, une ode à la vie bohème, mais aussi une ode au monde du spectacle. » Aujourd'hui, on lui tire notre révérence. Merci pour votre fougue, votre conviction et votre amour pour la vie, Patrick Messmer. Évidemment, toute la rédaction se joint à moi pour ses pensées. À présent, on va vous emmener toujours à Gland avec notre invité suivant, Alain Devallonné. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Avec vous, on va parler de fêtes, de chœurs, de musique, puisque 3000 choristes, 300 bénévoles et 3 jours de fête vont animer cette ville durant 3 jours, les 12, 13 et 14 mai. Bonjour Alain, on est ravis de vous avoir. Bonjour. Depuis tout à l'heure, vous fredonnez en coulisses. Qu'est-ce que vous fredonnez? Alors pour moi, c'est toujours un air qui court parce qu'en fait, on a l'occasion de beaucoup chanter ensemble dans ces réunions de chorale. Et puis moi, je fredonne des airs qui m'habitent. J'invente souvent. Et puis, c'est quand même des mélodies. Comme tout à l'heure, j'avais un téléphone avec André Ducret. Eh bien, je fredonnais peut-être Les ailes du moulin. Ouais, pourtant, la chorale, c'était pas gagné d'avance. Hein. Je crois que c'est votre maman qui vous a inscrit et vous n'étiez pas totalement convaincu. Non, jusqu'à l'adolescence, peut-être, c'était pas ma tasse de thé, on dira. Par contre, la voix m'a toujours habité.
Je pense que dès mon enfance, j'ai chanté, j'ai fredonné. Et puis après, un concert particulier où j'ai été très touché par les œuvres présentées. Et à ce moment-là, c'était Christ de la gloire de Heinrich Schütz. Et puis là, tout d'un coup, j'ai été appelé. Puis l'art choral m'a tendu ses bras. Et puis j'ai eu l'occasion très tôt de diriger. Puis ça fait 50 ans que je dirige de nombreuses chorales. Oui, de nombreuses chorales de la région, mais pas seulement. Vous dites que la voix, c'est un outil de vie. Pourquoi? Alors, parce que la voix, en fait, c'est un véhicule émotionnel. Donc, ça veut dire que ça nous habite, ça vient de l'intérieur, ça fait travailler notre respiration, et puis, en fait, ça dégage plein d'émotions. Puis, les émotions partagées, c'est l'art choral. Ouais, l'art choral, justement, et ses émotions, on va pouvoir les vivre notamment à Gland du 12 au 14 mai. 3000 choristes qui vont venir pour cette fête, la 50e fête cantonale des chanteurs vaudois. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, les fêtes sont normalement quadriennales. Ça a été changé à cause du Covid, bien sûr. C'est des réunions de toutes les chorales qui ont envie de participer. C'est aussi une occasion particulière de chanter ensemble. Et puis, on a différentes catégories, différents niveaux dans les répertoires. Comme ça, on peut s'inscrire aussi au travers des pièces imposées. Eh bien, on peut montrer un petit peu l'état actuel de notre groupe chantant. Ouais, l'état actuel, parce que ces chorales et ces chanteurs vont aussi être jugés par un jury. Quelles sont les caractéristiques et sur quoi est-ce qu'ils vont être notés? Alors, pas toutes. Je commencerai par l'inverse de votre question, peut-être. Il y a des chorales qui souhaitent venir se rassembler et en concert de rencontre. Simplement le plaisir de chanter ensemble. D'autres iront au temple, par exemple, et là seront évalués. Évaluer, ça veut dire que les jurys, j'étais jury dernièrement à une fête régionale dans la plaine de l'Orbe, eh bien, on s'attache beaucoup à l'expression du groupe chantant, on s'attache à la qualité de la voix, les équilibres entre les différents registres, soprano, alto, ténor, basse, et puis les émotions qu'ils dégagent, la vérité qui sort du groupe, en fait. Et puis d'autres, plus pointus, souhaitent être notés même, parce que c'est revenu un petit peu au goût du jour, où des gens veulent savoir où ils sont sur 6, par exemple. Ouais, pourquoi? Pour apporter une compétition entre les chorales, c'est ça? Normalement pas, mais je crois que dans le fond, certains aiment bien se comparer quand même. Ouais. On a souvent cette image assez vieille, à tort peut-être des chorales, qui est peut-être une ambiance vieux jeu, et pourtant, il y a pas mal d'anecdotes et des choses qui prouvent que ces chorales peuvent et sont modernes. On peut citer par exemple la personne qui est responsable des chorales pour enfants, qui anime plusieurs fois des publicités pour des grandes marques de la région, on ne va pas les citer. Ça prouve quoi, les chorales? Alors, les chorales, elles veulent s'ouvrir quand même au monde actuel. Elles veulent aller, moi je prétends souvent, ou je te conseille en tout cas, on fait beaucoup de publicité pour attirer du public dans nos concerts, mais si on faisait l'inverse, peut-être nous préparer un programme le plus dynamique, le plus original possible, et aller vers les gens. Par exemple, on a un groupe ad hoc qui s'appelle un flash mob. On est allé chanter chez Schilliger dimanche passé. Prochainement, mercredi, au marché de Gland, justement, sera une petite dizaine, une douzaine, et on va chanter comme ça à l'intérieur du marché. Donc, aller surprendre les gens, aller vers les gens, et puis souvent, on touche des personnes qui ne sont pas forcément attirées et habitées par l'art choral. Et puis ça, je pense que c'est important. Et puis à Gland, il faut dire qu'on aura beaucoup d'enfants. On aura plusieurs centaines d'enfants qui seront là. Puis comme les enfants, c'est des mignons extraordinaires, des gens qui expriment leur joie de chanter. Et ça, nous aussi, en tant qu'adultes, on doit encourager nos gens à être vivants, à être dynamiques. Pas toujours se prendre au sérieux, mais garder témoigner. notre liberté. Voilà. Ça fait plaisir et c'est ce qu'on aime chez les enfants. Alain, on était ravis de vous avoir. Je vous propose qu'on se quitte en musique puisque tout le programme, évidemment, vous l'aurez sur le site internet de la manifestation. Quant à nous, on va recevoir plusieurs chorales aussi durant la semaine. On continuera demain. On donnera la parole également à la chorale de Gland qui organise cette manifestation. Et puis, on ira sur place jeudi pour voir un petit peu les derniers préparatifs. Alain, je vais vous laisser les dernières notes. Qu'est-ce qu'on chante? Oui. Alors, pour moi, j'ai envie de vous dire la voile. En fait, on aura un concert d'ouverture de cette 50e fête cantonale des chanteurs vaudois. La voile, un texte de Nicolas Rueg et une musique de Ferran Gili-Milera. Vous êtes d'accord de nous faire un petit extrait? Un petit extrait. Ouh là là, c'est difficile de vous chanter quelque chose. C'est accompagné avec orchestre. Oui, mais soufflez comme ça, comme vous faisiez tout à l'heure depuis les coulisses, tout gentiment. Non, je vais plutôt vous
chanter une pièce, une mélodie de Nikolai Schlup. Parce que Nikolai Schlup, un ami beaucoup trop tôt disparu, eh bien, sera très présent parmi nous à cette 50e fête cantonale, puisque des pièces seront chantées, des pièces écrites par lui. Il y aura Le Doute du chat, il y aura Bel enfant, et puis aussi Le silence des anges. Je vous laisse le do, le la. Pardon? Je vous laisse le do, le la. Le do et le la. Oh, c'est joli ça. Le do. Alors, j'ai perdu le do. Alain, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Excellente journée à vous. Merci beaucoup. À la beaucoup. maison, un plaisir également. On se retrouve à partir de demain. Bonne suite de programme.